Bonjour à tous, à toutes et à tous. On vous entend. Vous m'entendez? Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier l'équipe IAS et APCS Douron pour m'inviter, de m'avoir invité pour participer à cette rencontre scientifique que je trouve très importante et très intéressante, à l'occasion de laquelle je vais présenter notre travail qui a été mené avec la recherche communautaire EPIC multi-pays, avec la collaboration avec la Coalition Plus. Donc, c'est sûr, on a travaillé sur l'impact de la Covid-19 sur les populations vulnérables au VIH, et pour nous, nous avons pris comme population vulnérable, on a pris les TS et les UDI, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter les résultats de l'impact de la Covid-19 quantitative sur l'impact de manière quantitative, c'est-à-dire l'étude quantitative. Donc, l'arrivée, donc la pandémie de la Covid-19 a bouleversé de manière très importante toutes les populations générales et de partout dans le monde. Et plusieurs secteurs ont été touchés, ont été concernés, impactés négativement par cette crise sanitaire. Essentiellement, il y a le secteur de santé qui a été énormément touché. Il y a aussi le secteur de l'éducation, il y a les maladies chroniques, les sujets âgés et en particulier la population vulnérable au VIH, dont les TS, les UDI, les personnes vivant avec le VIH et les migrants. Pour notre contexte, donc il y a en 2019, le début de l'année 2019, il y avait le nouveau gouvernement, il y avait les nouvelles réformes, il y avait la caractéristique des UDI qui vivaient dans la précarité. Déjà, c'est une problématique qui est préexistante. Ils vivaient dans la précarité, dans la marginalisation et la discrimination. Et la Covid-19 représentait un facteur de risque qui est supplémentaire pour cette population vulnérable. Et nous travaillons, à PCS, nous travaillons avec ces populations vulnérables et nous avons remarqué qu'il y avait une certaine résilience par rapport aux personnes vivant avec le VIH, mais les autres communautés comme les UDI et les PS ont été carrément délaissées. Donc la PCS, nous avons été alertés par la situation difficile de ces UDI, c'est-à-dire les utilisateurs de drogue par voie injectable à Alger qui se trouvent dans un état d'isolement, de marginalisation et de précarité avancée. Donc, nous avons mené, comme je l'ai déjà dit, cette enquête dans le cadre du programme de recherche communautaire multi-pays en collaboration avec la Coalition Plus. Donc, notre objectif était d'étudier l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les populations vulnérables au VIH et à l'hépatite C. Et je vais présenter aujourd'hui les résultats de l'enquête quantitative concernant les usagers de drogue par voie intraveineuse. Donc, il s'agit d'une étude transversale descriptive qui a concerné les femmes et les hommes qui utilisent les drogues par voie intraveineuse et qui sont âgés, qui avaient au moins 18 ans au moment de l'enquête. Donc, c'est une population cible réalisée à Alger et la date de la mise en œuvre, c'était à partir du 16 mai au 19 juillet 2021. Donc, nous avons travaillé sur un questionnaire préétabli par le groupe de travail EPIC. Donc, c'est un questionnaire qui a été organisé en 3 modules, parce que dans l'étude EPIC multi-pays, il y avait un questionnaire, il y avait des questionnaires composant 12 socles. Donc, pour chaque participant, pour chaque enquêteur, il y avait le choix de 3 modules, et nous avons, c'est-à-dire chaque module en fonction de la population vulnérable, suivi par le centre de santé communautaire. Donc on a pris 3 socles, le socle commun obligatoire pour toutes les enquêtes estimées dans la région MENA. Il y a le deuxième socle, c'est les données spécifiques pour les UDI au moment et leur vécu de la Covid-19, et en dernier l'accès aux soins au moment de la crise sanitaire Covid-19. Donc nous avons travaillé sur un logiciel Voxco pour le recueil de données. On a subi des formations à partir de l'équipe coordinatrice. Ça s'est très bien passé, et nous-mêmes, nous avons effectué également des formations en cascade pour l'équipe locale. C'est nos enquêteurs sur terrain pour remplir ces fiches de manière numérique sur le logiciel Voxco. Puis il y a eu une exportation des données et exploitation de ces données sur le logiciel SPSS 21, à partir desquels on a fait des analyses descriptives concernant toutes les variables de l'enquête. Donc pour les considérations éthiques,
Ce projet, le protocole a été prouvé par le comité d'éthique de l'Université d'Oran et le projet a fait l'objet d'une déclaration de conformité à la méthodologie sous un numéro de référence et il n'y avait aucun conflit d'intérêt déclaré. On passe au résultat. Donc le site d'Alger a été concerné pour une taille estimative qui est de 150 usagers de drogue par voie intraveineuse et heureusement nous avons réalisé un taux de participation à 100%. L'étude également pour faire une bonne triangulation des données, c'est-à-dire on a cumulé c'est-à-dire l'étude quantitative avec l'étude qualitative pour rendre plus fiables les résultats quantitatifs parce qu'il y a certaines subjectivités dans les réponses, dans les études quantitatives pour confirmer et rendre les résultats plus fiables. Il faut faire une triangulation avec l'étude qualitative. Donc l'étude qualitative qui a été réalisée par notre psychologue à la PCS d'Alger a concerné 29 entretiens semi-média actifs en face à face. Donc les caractéristiques, on commence par les caractéristiques générales des répondants. Pour les répondants, c'est un socle qui est commun. Donc c'est les données sociaux, démographiques des participants. Donc le groupe, notre population enquêtée était une population qui est très jeune, âgée de l'âge moyen était de 28 ans, 52 ans, avec un écart type de 3,94. L'âge de 25 à 34 ans était le plus représenté avec 78% de l'effectif total. La majorité des participants étaient de sexe masculin, il y avait une prédominance masculine et avaient moins de 41 ans au moment de l'enquête. 93% sont de nationalité algérienne et 7% seulement de nationalité autre et résident en Algérie en situation régulière. Maintenant, l'évaluation de la situation financière des répondants. Donc déjà avant la Covid, la population des IDI vivait dans la précarité, dans la marginalisation, la discrimination. C'est une population qui est cachée, donc c'est une population qui est isolée. Donc la Covid représente un facteur supplémentaire pour cette population qui est marginalisée. Et après la Covid, nous avons remarqué que 90% des UDI n'étaient pas à l'aise financièrement. Il y avait beaucoup de discrimination et de marginalisation qui a été aggravée. C'est-à-dire qu'au début, on parlait de 51%, et puis c'est devenu 90% après la Covid. Pour le recours à l'association, 67% de la population enquêtée déclare avoir recours à l'association. Ça, c'est avant la Covid. Mais à la suite, dès la survenue de la crise sanitaire, 16% vont recourir à l'association suite à cette crise. Selon l'entretien, j'aimerais bien vous citer cet entretien, c'est-à-dire j'ai essayé de faire la triangulation pour dire qu'il y avait réellement une mauvaise situation financière. Donc, selon l'entretien numéro 20, l'argent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de navigage, argent pour acheter ma dose. Un autre entretien, l'argent pour acheter les drogues. Donc, il y avait une souffrance financière très remarquable. Donc, concernant le suivi pour autre affection que la Covid. Donc, concernant le suivi pour autre affection que la Covid, 57%, c'est-à-dire plus la moitié des répondants ont déclaré avoir besoin de consulter pour une pathologie autre que la Covid-19. Parmi la plupart qui n'ont pas consulté, la plupart qui avaient besoin de consulter et n'ont pas consulté, c'est-à-dire 42 sur 44, n'ont pas consulté malgré qu'ils avaient besoin de cette consultation pour une autre affection. Pourquoi? Parce que les UDI déjà, c'est une population affaiblie, c'est une population immunodéprimée. Donc la Covid, toujours un facteur supplémentaire de risque pour cette population, mais la plupart n'ont pas consulté. Pourquoi? Parce que tous les services de la santé publique sont transformés en centre de traitement de la Covid. Il y avait soit par peur d'être contaminé, soit par une difficulté d'accès, parce qu'il n'y avait pas des médecins spécialisés chez qui il faut consulter. Donc, il y avait un entretien qui le montre. Madame, moi j'étais en urgence, dans un état grave, les intestins ont failli de sortir. Normalement, je ne devrais pas attendre. L'hôpital de Mustapha était fermé. Il prenait en charge uniquement la Covid-19. Donc, il y a la transformation de toute la structure de santé en unité de soins grâce à la saturation des services de Covid-19. Donc, ils ont transformé d'autres services en services Covid.
la vaccination Covid-19, donc les UDI, sont des populations vulnérables, sont des populations affaiblies, qui ont besoin d'être vaccinées et protégées contre la Covid-19. Donc il faut les protéger. Comme la vaccination anti-Covid-19 dans notre pays est une vaccination non obligatoire, elle est recommandée. Donc il faut les sensibiliser et avant demander leur accord avant de recevoir la dose du vaccin. Nous avons demandé leur opinion. Quel est leur avis vis-à-vis de la vaccination Covid? Donc plus de la moitié des répondants, soit 57%, étaient contre ou incertains de recevoir le vaccin Covid-19. Les principaux freins étaient le manque de confiance au vaccin et la peur des effets secondaires. Les lieux préférés à la vaccination pour ceux qui ont accepté la vaccination contre la Covid-19, c'était les centres de santé publics comme les hôpitaux et les dispensaires et les centres de santé communautaires. Maintenant, on passe à l'accès aux soins. Accès aux services de réduction des risques liés à la drogue. On parle, si on prend l'accès au petit matériel, recours plus facile grâce au centre associatif. Et comme avant, il n'y avait pas de changement en matière d'accès aux services, c'est-à-dire accès au petit matériel d'injection. Également la même chose pour l'accès au programme d'échange des seringues. Il est plus facile et sans changement, tout ça grâce aux locaux associatifs. Donc, comme le montrent ces deux entretiens, j'avais besoin de kits, les kits de seringues, le problème du junkie, c'est pas la seringue, c'est l'argent et la substance. Les seringues touchées matériellement. C'est-à-dire que les UDI, leur problème, c'est pas comment procurer leur drogue. Le problème, c'est l'argent. Ils demandent à chaque fois de l'argent. Donc leur plus grand souci, c'est comment avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon accès au petit matériel. Donc, petit matériel, il faut qu'ils utilisent avec une drogue, comment se procurer pour acheter leur drogue. Maintenant, pour le partage du matériel d'injection et du SNIF, avant la Covid, 59% déclaraient ne pas partager le matériel grâce aux séances de sensibilisation parce que c'est des bénéficiaires de la PCS. Donc, il y avait une bonne réflexion en matière du partage des matériels d'injection. Mais après la Covid, 34% moins qu'avant, c'est-à-dire qu'il y avait une diminution pour ceux qui partagent leur matériel, il y avait une diminution de 34% moins qu'avant et 6% ont déclaré augmenter la fréquence de partage. 42% des UDI interrogés ont déclaré avoir sniffé et plus qu'avant pour la moitié d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait ils ont passé de la voie intraveineuse pour compenser, ils ont passé au sniff. Maintenant, accès aux services de dépistage du VIH et IST. Donc 90% des participants ne connaissent pas leur statut sérologique vis-à-vis du VIH. Mais ils déclarent avoir un bon accès au centre de dépistage de l'hépatite C grâce au centre communautaire APCS. 70% ont déclaré avoir la pathologie à l'atteinte par le virus de l'hépatite C. Donc nous, 64% de nos participants, c'est des porteurs de l'hépatite C. Mais aucun suivi médical dans les centres publics. C'est-à-dire que c'est une hépatite C, on ne sait pas si elle est chronique, si elle est aiguë, elle n'est pas prise en charge. Après la Covid, toujours, il n'y a pas de changement. Il y avait quelques difficultés d'accès grâce aux mesures de confinement. Les raisons, c'est vraiment les mesures de restriction, les difficultés de déplacement et la peur de discrimination. Accès au TSO. Pour l'accès au TSO, donc 73% indiquent suivre un traitement de TSO prescrit par un médecin avec une bonne observance. Mais après la Covid, il y avait 12% ont interrompu leur traitement grâce aux mesures toujours le changement de la structure hospitalière, c'est-à-dire que tous les services sont transformés en services contre la Covid et les mesures de confinement et la peur d'être contaminés. Pourquoi? Parce que dans les services, il y avait hospitalisation des malades Covid positifs, comme le montre l'entretien numéro 15. Je n'ai pas procuré mon traitement à Blida parce que dans le service, il y avait des malades de corona. Il y avait la peur d'être contaminés.
La fréquence de consommation de drogue. Avant la Covid, 96% des répondants indiquent consommer des opiacés autant que drogue principale. Ça concorde avec les autres études déjà réalisées auparavant. La deuxième drogue la plus consommée avant, c'était comme drogue secondaire, c'était les benzodiazépines, les sédatifs, avec respectivement 42 à 50%. Après la Covid, presque la moitié ont augmenté la fréquence des opiacés et peu de changements ont été observés concernant la consommation du cannabis et les produits dérivés. Donc, la réponse du gouvernement, il n'y avait aucune réponse du gouvernement. Il y avait, selon que montre l'étude qualitative, des intérêts marginalisation du gouvernement envers les UTI. Et il y avait par contre une bonne relation globalement positive de l'association. Je suis tombée sur des bonnes personnes, comme le montre cet entretien. L'association, elle donne de l'importance, elles ont pris soin de moi, etc. Discussion, il y avait une dégradation très remarquable de la situation financière des répondants. 90% vivaient dans la précarité, soit sans emploi fixe et sans logement, et certaines caractéristiques propres à d'autres échantillons sont similaires à celles rapportées en Norvège et Luxembourg. Notre population était en moyenne jeune, plus jeune que celle observée au Luxembourg et la Norvège, et la qualité, la disponibilité et accès à des offres de services de réduction des risques a été qualifiée comme étant suffisante et sans changement pour 66% des répondants. Je vais conclure. La présente étude contribue à une meilleure compréhension de l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les différentes sphères de la vie des UTI. De nombreux UTI ont signalé des conséquences négatives de la crise sanitaire sur l'accès aux soins et les résultats de l'étude suggèrent que les mesures restrictives n'ont pas sensiblement affecté le type de substances consommées et vont de même de pair légère augmentation de la fréquence de la consommation, surtout des drogues non injectables. L'action communautaire a permis de maintenir certains services de santé, les recommandations et les perspectives de futur. Les services de prise en charge des UTI et les structures de réduction des risques à bas seuil sont des services de santé essentiels qui devront rester opérationnels, même dans des conditions restreintes et au-delà de la surveillance. Cette étude peut contribuer à mieux cerner les besoins en matière de santé mentale, physique et sociale dans le contexte d'une crise sanitaire nationale et à optimiser les réponses à y apporter à moyen et à long terme. Je termine. Je tiens à remercier tous les répondants et les répondantes, ainsi que les associations, les équipes scientifiques et les supports impliqués dans ce projet. Merci.